Rémy de Gourmont, fin de promenade. Araman n'était pas un promeneur ordinaire, de ceux qui flânent, s'arrêtent à un étalage, s'intéressent à un accident, se retournent pour suivre d'un œil vainement concupiscent la passante rapide qui file dans la foule comme une truite dans l'ombre des eaux vives. Il marchait méthodiquement, selon des principes élaborés une fois pour toutes. Il marchait par raison, par hygiène, par ordonnance, enfin. Ces quotidiennes ambulations ne lui causaient aucun plaisir, et que de fois, en les 3 heures réglementaires, il tirait anxieusement sa montre. Néanmoins, il était ponctuel. Tous les après-midi, par le plus mauvais temps, même de neige, il sortait et s'encourait, vers rien, au hasard, au fidèle esclave de la grande déesse, de celle qui a détrôné Isis Igéia. Marcher, mais surtout selon de larges chemins, le long des boulevards extérieurs, vides de sordides exhalaisons, à travers des déserts tels que l'Esplanade, parmi les sinistres bosquets du Champ de Mars, plus loin sur les fortifs, sur les routes, jusque dans les bois. En 3 semaines de ce dur régime, il eut atteint cet état que les philosophes grecs dénommaient ataraxie, l'indifférence complète à tout ce que l'on peut rencontrer au cours d'une promenade, depuis le titubant bébé jusqu'au révérend pochard, qui semble avoir acquis par l'alcool une dignité nouvelle, un état neuf d'humanité. Alors, ces sorties lui devinrent de plus en plus pénibles, et il eut à prévoir le jour où le motif déterminant lui manquerait, où il deviendrait pareil au poète anglais Thomson, qui, trouvé couché à 5 heures du soir, répondait à son ami, surpris, même scandalisé, « Oh, je ne vois aucun motif pour me lever. » C'est alors qu'une idée assez géniale le sauva. Il y a un infaillible moyen de faire marcher quand même un cheval paresseux ou fatigué, c'est de le mettre à la suite d'un émérite trotteur, et la lâche bête, émoustillée par la vanité ou entraînée par l'autorité d'un maître, suit de près le courage qui lui montre le chemin. Araman adopta ce système. Il s'attela à marcher pas pour pas dans le sillage d'une femme. Des femmes achèvent sans reprendre haleine, sans seulement hésiter aux plus alléchants spectacles, de véritables voyages à travers Paris. Comme elles ont la précieuse faculté de ne pas voir, de ne pas observer, absorbées tout entières et hypnotisées par le but poursuivi, elles sont capables de marcher, pour ainsi dire, indéfiniment, et de fournir, sans quasi s'en apercevoir, des courses qui feraient peur à Ahasverus. Araman se mit donc à suivre les femmes. Il choisissait l'une de celles qui semblait bien partie, lestée pour une sérieuse traversée, ce qui se reconnaît à la manière assurée et définitive dont elles relèvent leurs jupes, à leurs coups de talons précis, cadencés, aux petits sacs qu'elles pressent plus amoureusement sur leurs hanches, à on ne sait quoi de décidé, d'emballé, à la fois et de grave. Et la plupart des courses de femmes aboutissaient à de brusques envolées sous une porte cochère, à une disparition si soudaine qu'à la moindre distraction il les perdait de vue, telles que de folles hirondelles. Il apprit que jamais aucune femme ne sortait sans but précis, pour le plaisir. Elles savent toujours où elles vont, et rien ne peut les distraire de leur voie quand elles ont résolu de ne pas être distraites. La femme, il en fut bientôt assuré, est un être effroyablement pratique, fort capable sans doute de se perdre en chemin, mais incapable de se mettre en route pour le plaisir d'exercer ses jolies jambes. À suivre une de ces femmes, on ne risquait ni d'errer, ni d'être obligé à d'inutiles stations. Elles allaient droit devant elles, par le chemin le plus long souvent, mais droit, sans s'arrêter, comme poussées par un démon, comme attirées par un aimant, qui ne pouvait être que l'amant. Araman, au contraire, n'avait d'autre but que de le suivre. Il faisait le rôle du mauvais cheval,
Il le faisait avec une parfaite discrétion, soucieux de n'ennuyer aucune de ses agréables vicieuses, aucune de ses douces petites adultères. Or il arriva qu'une de ces agiles amoureuses, contredisant l'allure de ses sœurs, tourna la tête, s'aperçut d'un suiveur, ralentit le pas, et fit comprendre à Araman par une certaine attitude, de certains mouvements de jupe, de brusques arrêts, et par tout un jeu discret mais évident, qu'elle consentait à couper sa course en deux, à s'attarder le temps qu'il convient à une station improvisée. Du moins Araman le crut ainsi, et à la suite de l'inconnu, il s'aventura en une étrange maison noire, morne, froide et muette, qui ressemblait à l'hôtellerie de la mort. Dès l'entrée, il eut peur. Des souffles de cave emplissaient la cour où des herbes jaunies entouraient les pavés disjoints. Les fenêtres ne s'ornaient que de vitres fêlées ou cassées et remplacées par des planches, des torchons, de vieux journaux. Au mur, une purulence suintait et de temps en temps, décollées par l'humidité, des plaques de plâtre tombaient, s'écrasant dans la boue d'un ruisseau saumâtre qui longeait les murs. Araman leva la tête, et il fut fort surpris de voir que le 6e étage, ce dernier, apparaissait tout resplendissant de fresques et de dorures, tout éclatant de somptueux vitraux que le soleil semblait caresser avec joie et avec tendresse, et avec ce respect que la beauté inspire même au soleil. Un coup de talon lui fit baisser les yeux. L'inconnu l'attendait, s'impatientait. Il la rejoignit et entra dans une épouvantable spirale noire et gluante qui aurait pu être, songeait-il, l'escalier intérieur d'un lépreux. Il monta au 6e, ce fut l'éblouissement d'un paradis. Marche en bois de cèdre, tapis profonds comme des litières, tapisserie où souriaient dans la pourpre et dans l'or les yeux fous des lutins et des ondines, des égypans et des sirènes, des fées et des archanges. Nulle domesticité. Les portières se redressaient elles-mêmes, et les portes s'ouvraient dès que la main s'était avancée. À la suite de l'inconnu, il traversa plusieurs salles toutes riches d'une différente richesse. Là de divins marbres, là d'angéliques peintures, là des plus somptueuses étoffes, des plus adorables riens. Au bout, il trouva une sorte de sanctuaire, mais sans autre autel qu'un harmonieux amas de coussins. Bien qu'il n'eût fait aucun geste, ses vêtements s'étaient tout d'un coup transformés en une belle robe de soie violette sous laquelle il était nu. Il ouvrit la robe et les glaces lui dirent qu'il était beau mais d'une beauté surhumaine, astrale et presque transparente. Au même instant, l'inconnu, qui était demeuré invisible durant quelques secondes, surgit devant lui dans toute la splendeur d'une nudité de rêve. De la tête aux pieds, sa peau était plus unie que de l'ivoire, et nulle tache impudente n'en rompait l'harmonie. À mesure qu'il la contemplait, elle se rapprochait de lui, et bientôt il sentit sous ses mains la fraîcheur de deux frissonnantes épaules. Leurs joies s'accomplirent en silence et furent infinies. Ayant joui sans s'étonner de tant de voluptés inattendues, Araman s'endormit et se réveilla dans la rue. « Je n'aurais pas dû la toucher, disait-il plus tard. J'ai senti quand mes mains effleurèrent ses épaules, et au milieu même d'un indicible plaisir, je ne sais quelle déception à retrouver à ce contact une chair exceptionnelle, oui, et peut-être unique, mais une chair, enfin, et de femme, et non tout à fait d'illusion. » Il ajoutait « Il m'a été donné à moi, le premier venu, d'atteindre l'idéal. À travers quelle putréfaction! Je l'ai touché, je l'ai enserré dans mes bras, je l'ai baisé de mes lèvres, j'en ai joui et j'ai vu. Les yeux de l'idéal étaient un miroir. J'ai vu dans ses yeux mes yeux resplendir, puis mourir de volupté, puis... » Il disait encore « Oh,
J'aurais dû me mettre à genoux, j'aurais dû rester à genoux et contempler